Élisabeth est une princesse qui vient d'être interpellée dans une salle de banquet par son fiancé, le prince Frié. Il dit qu'ils rompt leur fiançailles parce qu'il croit qu'Élisabeth a poussé sa chère Sylvie dans les escaliers, autrement dit, il veut croquer Sylvie. Élisabeth n'a aucune idée de ce dont il parle, puisqu'elle n'a absolument rien fait de tel, mais Frié est trop égocentrique pour se soucier de ce qu'elle a à dire. Donc, en plus d'annuler leur fiançailles, il la condamne également à la réclusion dans un cachot. Élisabeth était fiancée à Frié depuis de nombreuses années à ce stade, et elle s'investissait pleinement dans leur relation et faisait tout son possible pour s'améliorer afin de pouvoir le soutenir. Elle a même fini par assumer un tas de tâches qui étaient censées être le travail du prince, et elle ne s'est même pas posé de questions à l'époque. Sa femme de chambre l'avertissait constamment de ne pas se coucher trop tard le soir parce que c'est mauvais pour sa santé, mais Élisabeth disait qu'elle devait juste finir un dernier rapport parce que le prince était trop occupé par une réunion pour le faire lui-même. Cependant, cette réunion à laquelle elle faisait référence était plus une fête qu'une obligation, donc fondamentalement, le prince avait déchargé tout son travail sur Élisabeth pour pouvoir s'amuser. À ce stade, Élisabeth essayait encore de se convaincre que tout cela était parfaitement normal, alors elle a dit à sa femme de chambre qu'elle était satisfaite des choses telles qu'elles étaient, puisqu'elle faisait avancer les choses beaucoup plus rapidement quand le prince n'était pas là. Et elle ne le fait pas seulement pour Frié, mais plutôt pour le bien des sujets, parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient à souffrir si des affaires comme celle-ci restent sans solution. En plus de gérer toutes les affaires politiques du prince à sa place, Élisabeth dirige également une entreprise connue sous le nom de Funel Corporation et s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Élisabeth prévoit donc de l'agrandir pour pouvoir embaucher plus d'employés. La raison pour laquelle elle a créé cette entreprise en premier lieu était de pouvoir redonner à la communauté et l'utiliser pour des activités philanthropiques afin d'aider les pauvres. En raison de toutes ces bonnes actions, Élisabeth est devenue très populaire parmi les habitants de la ville, et ils disent tous qu'ils aimeraient la remercier personnellement pour toute son aide, mais Élisabeth a toujours été trop gênée pour recevoir des éloges directs, donc elle ne s'est jamais révélée comme étant celle derrière la Funel Corporation. Ainsi, personne ne la reconnaît quand elle passe, et elle était parfaitement satisfaite de cette situation car elle veut seulement rendre les gens heureux et se moque totalement de recevoir des éloges ou de la reconnaissance pour cela. Le lendemain, alors qu'Élisabeth était occupée avec une autre grosse pile de paperasse, le prince s'est enfin levé et est venu dans son bureau pour lui dire que le groupe Gecko, ceux qui l'avaient invité à cette fête l'autre jour, demande l'accès au trésor royal pour développer leur entreprise. Donc il veut qu'elle rédige les documents appropriés pour cela. Cependant, Élisabeth lui dit immédiatement qu'elle n'approuvera pas une telle demande. Elle s'était renseignée sur la société Gecko et avait découvert qu'ils ont récemment détourné beaucoup de bénéfices de leurs livres comptables, donc si on leur donnait accès au trésor royal, ils ne manqueraient pas d'y détourner des fonds également. Le prince s'énerve quand elle dit cela parce qu'il essaie d'impressionner ses nouveaux amis, et si Élisabeth rejette leur proposition, cela va ruiner sa crédibilité auprès d'eux. Il dit à Élisabeth de faire ce qu'il dit parce qu'elle n'est que sa fiancée, mais Élisabeth ne cède pas parce qu'elle sait que les règles sont de son côté, et accepter une telle demande nuirait à la réputation de la famille royale dans son ensemble, donc il n'y a rien que Frié puisse dire pour la faire changer d'avis. Le prince part alors en trombe, furieux, et une fois qu'il est parti, Élisabeth attire l'attention du chevalier de Frié et lui demande de bien vouloir surveiller le prince pour qu'il ne se fasse pas avoir par des individus mal intentionnés. Robert comprend ce qu'elle essaie de dire, et il dit que le prince était probablement juste trop fatigué du voyage de retour pour bien réfléchir aux choses. Élisabeth espérait bien que c'était le cas, car une idée comme donner à un groupe d'officiels corrompus un accès direct au trésor royal aurait facilement pu causer le déclin du royaume, et Élisabeth veut empêcher quelque chose comme ça à tout prix, car quand un royaume décline, ce sont les gens ordinaires qui souffrent le plus. Un peu plus tard, Élisabeth se prépare à sortir parce que, maintenant qu'elle a fini le travail d'aujourd'hui, elle a enfin du temps pour une pause bien méritée, alors elle demande à Michel de préparer sa calèche car elle veut profiter de chaque minute. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, son père entre soudainement dans le bureau à sa recherche. Il est là pour informer Élisabeth qu'une réunion d'urgence a été convoquée concernant une récente activité de monstre, et que le roi devra y assister, donc en tant que bras droit du roi, le père d'Élisabeth devra également y aller. Élisabeth demande à quand est prévue cette réunion, et il lui dit que c'est la semaine prochaine, mais c'est une très mauvaise nouvelle, puisque la semaine prochaine devait avoir lieu le gala anniversaire du royaume. Elle dit qu'ils vont maintenant devoir annuler la fête, mais son père lui dit qu'ils ne le peuvent pas, car les invités venant de contrées lointaines doivent déjà être en route à l'heure qu'il est. Ainsi, il dit que la fête aura lieu comme prévu, et Élisabeth ne voit pas comment cela va être possible avec le roi et le chancelier absents, mais il explique que le roi a personnellement confié tout ce qui concerne la fête entre les mains d'Élisabeth. Elle est choquée en entendant cela et essaie d'abord de refuser, mais son père lui dit que le roi croit fermement que tout se passera bien si elle est en charge, et qu'il n'a personne en qui il a autant confiance qu'elle, donc son père lui demande d'assumer cette tâche, et quand il le dit ainsi, Élisabeth n'a pas vraiment le choix. Elle est un peu contrariée de ne pas avoir eu l'occasion de profiter de son jour de congé,
mais il n'y a pas de temps à perdre à s'inquiéter de cela car elle a beaucoup de travail devant elle si elle veut s'assurer que la fête anniversaire soit un succès. Alors qu'elle est en train de réfléchir à quoi faire, Michel regarde par la fenêtre et remarque que le prince flirte ouvertement avec Sylvia. Elle était consternée par la façon dont Frié trompait ouvertement Elisabeth, mais Elisabeth s'en fichait vraiment, car il est assez courant pour un prince d'avoir plus d'une compagne, et elle n'a vraiment rien contre Sylvia. Son seul reproche est le fait que Sylvia n'a été adoptée que récemment dans une famille stérile et n'a pas encore appris l'étiquette appropriée pour interagir avec les royaux, mais elle ne pense pas que cela posera de problème. Elisabeth invite plus tard Sylvia à prendre le thé avec elle dans sa chambre, et là, elle avertit poliment Sylvia que si elle veut poursuivre une relation avec le prince, elle doit être consciente que son comportement peut affecter non seulement elle-même, mais aussi la réputation du prince et celle du royaume dans son ensemble. Elisabeth souligne ensuite la blessure que Sylvia a actuellement à la jambe, et la raison pour laquelle elle en parle est qu'elle a appris que Sylvia s'était fait cette blessure lors d'une sortie avec un certain noble qui n'est pas le prince. Maintenant, Elisabeth est une femme civile, donc elle ne va pas traiter Sylvia de coureuse de jupons à deux visages qu'elle est. Après tout, le prince lui fait pratiquement la même chose, donc elle se moque de leur relation compliquée, mais elle se soucie de l'image du royaume, donc elle dit à Sylvia de s'abstenir de tromper le prince à partir de maintenant. Sylvia baisse la tête et s'excuse, mais en quittant la chambre d'Elisabeth, elle a l'air visiblement furieuse qu'Elisabeth l'ait démasquée. À ce moment-là, le prince passait justement par là, donc Sylvia a eu une idée pour se venger d'Elisabeth et a décidé de jouer la victime devant le prince. Elle a fait couler les larmes et a fait semblant de tomber devant lui, et quand il lui a demandé ce qui s'était passé, elle a montré la blessure à sa cheville et a dit au prince qu'Elisabeth était celle qui lui avait fait ça, ce qui nous ramène au présent. Elisabeth essaie d'expliquer qu'elle n'a aucune idée de ce dont le prince parle, et cela mis à part, elle lui dit qu'il ne devrait pas faire une telle scène alors qu'ils ont des invités de divers royaumes présents aujourd'hui, mais le prince s'en moque complètement et ordonne qu'Elisabeth soit envoyée au cachot pour avoir tenté de tuer sa bien-aimée. Elisabeth ne comprend toujours pas ce qui se passe, et aucun des gardes non plus, mais comme Robert est le chevalier personnel du prince, il n'hésite pas à maîtriser Elisabeth. Alors qu'Elisabeth est forcée au sol, elle aperçoit le sourire sournois de Sylvia, et elle comprend immédiatement que Sylvia l'a délibérément piégée pour cela. À peu près tout le monde sait que ce qui se passe ici est complètement absurde, mais avec le roi et son père absents pour le moment, le prince a actuellement la plus haute autorité royale dans le château, donc aucun des gardes ne peut se permettre de s'opposer à ses ordres pour l'instant. Ainsi, Elisabeth accepte simplement d'aller au cachot en attendant. Plus tard, la nouvelle parvient au roi, et le père d'Elisabeth apprend ce qui s'est passé au royaume pendant leur absence, et le roi est absolument stupéfait de la sottise de son fils, car il n'aurait jamais imaginé qu'il jetterait Elisabeth, la femme la plus compétente du royaume, en prison pour rien. Il veut rentrer immédiatement pour libérer Elisabeth et réprimander son fils pour cela, mais c'est là que nous découvrons que le père d'Elisabeth se moque totalement d'elle, parce qu'il vient d'apprendre qu'elle a été emprisonnée injustement, et la première chose qu'il a faite a été de convaincre le roi qu'il n'était pas nécessaire de rentrer parce qu'il ne voulait pas perdre de temps avec Elisabeth. Donc il la laisse essentiellement se débrouiller toute seule, et le roi suit son avis parce qu'il suppose que son père saurait ce qui est le mieux pour sa fille. De retour au royaume, un mois s'écoule avec Elisabeth en prison, et elle avait d'abord espéré qu'elle pourrait enfin prendre une pause de toutes ses responsabilités pour une fois, mais même si le prince l'a enfermée, il a quand même réussi à lui imposer tout son travail administratif. Un peu plus tard, Michel descend pour voir Elisabeth en se cachant avec de la magie. Et pour s'assurer que personne ne soupçonne rien, Elisabeth utilise la magie d'hypnose pour assommer le garde. Elle demande alors à Michel ce qui se passe, car elle est sûre que la nouvelle a dû parvenir à son père et au roi, et elle s'attendait à ce qu'il revienne pour arranger tout cela, mais Michel informe Elisabeth que son père a en fait voté pour la laisser se débrouiller seule, et entendre cela touche une corde sensible chez Elisabeth parce que son père la laisse toujours gérer le sale boulot qu'il ne veut pas faire. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, car Michel mentionne également que le prince s'en est pris à son entreprise aussi. Il prétend que la Funel Corporation était dirigée par une traîtresse, et il veut maintenant remplacer tous les cadres choisis par Elisabeth par ses propres hommes de main. Elisabeth pense que c'est vraiment mauvais, car cet idiot va détruire l'entreprise et mettre le royaume dans une mauvaise position, mais Michel ne comprend pas pourquoi Elisabeth pense encore à ce qui est le mieux pour le royaume qui ne l'utilise que comme un outil pratique, même après tout ce qui lui est arrivé. Elisabeth convient qu'il est exaspérant de penser à ce que le prince et Sylvia lui ont fait, ou au fait que son propre père a refusé de venir l'aider, mais elle dit que tout cela n'est pas la faute du peuple, donc elle ne veut pas les laisser souffrir. Cependant, Michel a encore une chose à signaler et informe Elisabeth que le prince et son cercle proche ont répandu des rumeurs infondées, l'accusant d'avoir tenté d'assassiner Sylvia et de prendre le contrôle du pays, et même s'il n'a présenté aucune preuve de cela, les gens ont tous commencé à croire et à calomnier son nom, malgré tout le bien qu'elle a fait pour eux. Et ce fut la goutte d'eau pour Elisabeth, alors pour la première fois, elle dit « merde » et décide qu'elle ne va pas se casser le dos pour ce royaume une seconde de plus.
Elle donne alors un coup de poing dans le mur pour évacuer sa frustration, et elle remercie Michel d'avoir ouvert ses yeux car elle comprend maintenant à quel point elle a été stupide. Elle aurait pu s'échapper d'ici à tout moment avec la puissance de ses sorts, donc elle dit à Michel qu'elles vont enfin quitter ce misérable royaume. Tous les êtres de ce monde ont du mana, et quelques élus sont capables de contrôler ce mana pour invoquer ce qu'on appelle des artefacts divins. Les artefacts divins peuvent être n'importe quoi, y compris des épées et des lances, mais dans le cas d'Elisabeth, son artefact divin se manifeste sous la forme de cette grimoire, et l'un de ces grimoires lui permet d'enregistrer et de manifester n'importe quel type de magie. Au moment de partir, elle crée un clone de glace d'elle-même pour que les gens ne le découvrent pas immédiatement. Après cela, elle se rend au domaine du vicomte Lucas de l'Empire voisin. Lucas se souvient de ce qui s'est passé à cette fête, et il est encore sincèrement choqué que le prince ait pu faire quelque chose d'aussi stupide, car même un imbécile complet devrait être capable de voir qu'Élisabeth était derrière la plupart des succès du royaume ces dernières années. Il aimerait vraiment avoir quelqu'un d'aussi compétent qu'elle à ses côtés, et à sa grande surprise, alors qu'il pense à cela, Élisabeth lui rend soudainement visite. Il est choqué de la voir ici et lui demande ce qu'elle fait, alors Élisabeth explique qu'elle en a assez d'être utilisée par le royaume et qu'elle aimerait demander l'asile dans l'Empire. Lucas sait reconnaître une opportunité en or quand il en voit une, alors il accepte de la laisser rester dans l'Empire, mais il lui demande ce qu'elle compte faire pendant qu'elle est ici, et Élisabeth explique qu'elle va se venger en détruisant tout ce qu'elle a aidé à construire pour le royaume. Pour être clair, elle explique qu'elle n'a aucune intention de s'opposer directement au royaume et de déclencher une guerre, elle se range simplement du côté de l'Empire parce qu'il est le mieux placé pour s'opposer au royaume, et bien qu'elle n'ait pas d'attachement particulier envers eux, elle l'assure que l'Empire bénéficiera de la chute du royaume. Avec tout ce qui venait de se passer, Lucas décide de quitter le royaume immédiatement. Car, bien qu'Élisabeth ait été maltraitée, elle restait extrêmement importante pour leurs opérations, et le palais sera en émoi lorsqu'ils découvriront qu'elle a disparu. Le plan pour l'instant est que Lucas emmène Élisabeth dans son domaine à la frontière du royaume, et il dit qu'il va devoir la garder sous surveillance pour le moment puisqu'elle est toujours techniquement une résidente du royaume, ce qu'Élisabeth trouve tout à fait juste. Lorsqu'ils arrivent enfin dans le domaine de Lucas, Élisabeth remarque que les gens ici semblent vraiment apprécier Lucas, ce qui est un bon signe car cela signifie qu'il se soucie sincèrement de son peuple, et Lucas est fier de dire qu'il pense faire du bon travail en gouvernant ces terres. Ils finissent par arriver au manoir de Lucas, et là, Élisabeth lui dit qu'elle aimerait faire une requête. Elle demande à Lucas de lui donner la permission d'ouvrir un commerce dans son domaine puisqu'elle a besoin d'un moyen de gagner de l'argent ici, et Lucas n'est pas opposé à l'idée, mais ensuite Élisabeth lui demande un prêt de 100 pièces d'or pour l'aider à lancer son affaire puisque tout son argent a été saisi au royaume et qu'elle est actuellement complètement fauchée. Lucas hésite un peu car 100 pièces d'or, c'est beaucoup d'argent, mais Élisabeth l'assure qu'elle a l'intention de tout rembourser, et comme preuve de sa sincérité, elle sort même un contrat magique, un document qui oblige les utilisateurs à respecter ses termes, qu'ils le veuillent ou non. Il stipule essentiellement que dans un an, Élisabeth remboursera à Lucas le double de son investissement, et si elle échoue, elle se laissera vendre comme esclave pour couvrir les frais. Lucas pense qu'Ellie a dû devenir folle car il ne comprend pas pourquoi elle proposerait des conditions aussi désastreuses pour elle-même, mais elle dit que cela ne la dérange pas car elle sait pertinemment qu'elle pourra rembourser le prêt. Comme elle est si insistante, Lucas accepte de lui prêter l'argent, et la première chose qu'Ellie fait est d'acheter un vieux bâtiment délabré pour une pièce d'or. Elle dit que ce sera leur base d'opération à partir de maintenant, mais Marielle est un peu confuse quant à la raison pour laquelle elle achèterait un endroit comme celui-ci puisqu'il est pratiquement tombé en ruine. Ellie admet qu'il va probablement falloir beaucoup de travail pour remettre cet endroit en état, mais c'est le meilleur qu'elle ait pu trouver pour une pièce d'or, et elles doivent conserver autant de capital que possible. Quelques jours plus tard, Ellie et Marie ont toutes les deux fini de rénover le bâtiment, et Marie demande si Ellie prévoit de faire des cosmétiques le cœur de l'activité, comme elle le faisait avec son entreprise dans le royaume, et Ellie dit qu'elle prévoit de le faire éventuellement, mais pour l'instant, elles n'ont ni le capital ni la main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer des produits qu'elles pourraient vendre à grande échelle aux nobles, c'est pourquoi le premier article qu'elle prévoit de mettre en vente est cette savonnette. Marielle regarde la savonnette et peut voir d'un coup d'œil qu'elle est de meilleure qualité que le savon qu'Ellie vendait dans le royaume, mais les marges bénéficiaires sont minces, donc elles ne pourront pas gagner beaucoup d'argent avec. Cependant, Ellie dit que gagner de l'argent avec le savon n'est pas son plan, le savon n'est qu'un tremplin pour lui permettre d'établir sa marque, donc elle est prête à essuyer une perte pour l'instant. Cependant, si elle veut s'imposer, elle va devoir se créer au moins quelques relations, et elle sait parfaitement par où commencer. Tout d'abord, elle se rend à l'église de Libru, et sur place, elle croise le grand prêtre. Elle explique qu'elle vient d'ouvrir une nouvelle entreprise, donc elle souhaite prier pour sa réussite ici, et le prêtre lui dit qu'elle est la bienvenue. Mais juste à ce moment-là, deux enfants entrent en courant joyeusement, ils sont venus dire au prêtre qu'ils ont gagné un peu plus d'argent aujourd'hui, et le prêtre les remercie pour leur dur travail, mais il dit qu'il est actuellement occupé à parler à quelqu'un, donc ils devront revenir plus tard. Les enfants comprennent et repartent en courant pour jouer un peu,
et une fois qu'ils sont partis, le prêtre explique à Ellie qu'il gère l'orphelinat d'à côté et que c'était quelques-uns des enfants dont il s'occupe. Ellie dit que le prêtre doit faire du très bon travail car ses enfants semblent vraiment bien pris en charge, et le prêtre dit qu'il fait de son mieux, mais il admet que c'est un peu difficile pour lui car gérer un orphelinat est plutôt coûteux, et bien qu'il ait voulu tenir les enfants à l'écart de cela, ils ont découvert qu'il avait des difficultés financières et se sont portés volontaires pour arracher les mauvaises herbes autour de la ville afin de gagner un peu d'argent pour soutenir l'orphelinat. Il a l'impression d'avoir échoué envers les enfants car des enfants de leur âge ne devraient pas avoir à travailler, mais Ellie l'assure que les enfants apprécient ce qu'il a fait pour eux. En fait, elle dit qu'elle aimerait faire un petit don à l'orphelinat, mais quand elle tend 5 pièces d'or au prêtre, il lui dit qu'il ne peut pas accepter une telle somme. Ellie insiste sur le fait que ce n'est pas un problème pour elle car elle le voit comme un investissement, après tout, ses enfants deviendront un jour ses futurs clients, il est donc dans son intérêt de s'assurer qu'ils sont bien pris en charge maintenant. Après cela, Ellie rentre chez elle, et quand elle arrive, elle retrouve Marielle, qui a passé toute la journée à distribuer une partie de leur savon aux femmes de chambre des nobles afin de se constituer une clientèle, et comme prévu, en 3 mois, leurs ventes ont commencé à croître régulièrement, et elles ont pu se diversifier dans d'autres produits cosmétiques comme des lotions et des shampoings, donc elles ont gagné une somme d'argent décente. Ellie a également pris l'habitude de donner de l'argent à l'orphelinat de temps en temps, donc elle demande à Marielle de livrer le don de ce mois-ci pour elle, et une fois cela fait, elle et Marielle partent déjeuner ensemble. Ellie est contente que leur entreprise se soit développée récemment, mais elle est sûre que leurs concurrents ne sont pas très heureux de cela, donc elle demande à Marielle si la compagnie Gaz a déjà entrepris des actions contre elle. Elle dit qu'ils sont restés plutôt silencieux pour l'instant, donc Ellie lui demande de continuer à les surveiller, et elle rappelle également à Marielle d'être particulièrement prudente pour ne pas laisser fuir la formule du savon car, tant qu'elles ne se seront pas solidement établies, ce savon est leur bouée de sauvetage. Elle mentionne également, à propos, que la formule secrète du savon est cachée dans leur coffre-fort dans la boutique, le tout à portée d'oreille de ce type qui travaille justement pour la compagnie Gaz. Pendant ce temps, à la compagnie Gaz est absolument furieux que la société commerciale qu'Ellie a lancée lui vole de plus en plus de clients chaque jour qui passe. Son assistant tente de le rassurer en lui disant que ce n'est pas grave car la société commerciale n'est encore qu'une petite entreprise et qu'elle n'a pas une clientèle très large, mais Gaz sait que la société commerciale doit délibérément limiter sa production pour pouvoir sélectionner ses clients, et par ce moyen, ils ont systématiquement volé tous les bons clients de Gaz, ne lui laissant que les clients difficiles qui ne cessent de se plaindre. Si cela continue, Gaz va perdre encore plus d'argent à cause d'eux dans les années à venir, mais comme ils ont construit leur clientèle avec des nobles influents, il ne peut pas risquer de s'attaquer directement à eux sans s'aliéner les nobles qui achètent chez eux. Juste à ce moment, on frappe à la porte et Grand, celui qui était au restaurant, entre. Gaz n'aime pas Grand et lui dit de sortir d'ici car il suppose que Grand est venu mendier de l'argent. Grand est un paquet de nerfs à cause des cris constants de Gaz, mais il rassemble son courage pour lui dire qu'il a en fait des informations sur la société commerciale. Gaz se fige en entendant cela, et pour une fois, il décide de prendre Grand au sérieux et lui demande quelles sont ses informations. Grand explique qu'il était au restaurant en train de manger et qu'il se trouvait assis près de 2 filles de la société commerciale qui parlaient du fait que la formule secrète était cachée dans le coffre-fort de la société. Après avoir appris cela, Gaz réalise que s'il pouvait mettre la main sur cette formule secrète, il pourrait peut-être fabriquer le même savon que Trade, ou même meilleur. Profiter de leur nom déjà établi pour fabriquer des versions contrefaites et faire fortune. Il lance alors un sac de pièces à Grand comme récompense et lui dit de dégager de sa vue et de ne pas souffler mot de cette conversation à quiconque. Pendant ce temps, du côté d'Ellie, Marielle vient d'apprendre que dans le royaume, elle a été qualifiée de traîtresse et qu'une prime a été mise sur sa tête, et pour aggraver les choses, c'est son propre père qui a pris l'initiative de porter plainte contre elle alors qu'il savait parfaitement que tout ce dont le prince l'accusait était complètement faux. Le fait que son propre père soit prêt à la vendre aussi facilement juste pour couvrir l'incompétence du prince fait mal, mais elle ne peut pas se laisser distraire par ses actions, surtout lorsqu'elles sont en plein milieu de leur plan de vengeance contre le royaume. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte, et quand Marielle ouvre, elle se retrouve face à une femme nommée Hildegard, qui dit qu'elle est ici au nom du service juridique de la guilde marchande pour enquêter sur une affaire troublante. Ellie reste calme et demande à Hildegard ce qu'elle lui veut, alors Hildegard explique qu'il y a eu des rapports faisant état de savon d'Ellie causant de graves éruptions cutanées et des plaies chez les clients, elle souhaiterait donc placer Ellie en garde à vue pour pouvoir aller au fond des choses. Marielle pense que ces accusations sont bidons car il est impossible que leur savon provoque une telle réaction, mais Ellie dit qu'il est inutile de discuter et accepte d'accompagner Hildegard pour être interrogée car elle sait qu'elle n'a rien à cacher. Un peu plus tard, Ellie est assise dans la salle d'interrogatoire avec Hildegard, et après avoir examiné tous les ingrédients du savon d'Ellie, rien dans la formule ne semble pouvoir causer de mal aux clients. En fait, comme Ellie ne vend qu'à une poignée de nobles sélectionnés, elle sait pertinemment qu'aucun de ses clients ne s'est plaint de plaies, donc elle suggère qu'il doit s'agir du travail d'une marque contrefaite. Hildegard reconnaît qu'il semble qu'Ellie n'ait rien à voir avec l'incident,
et Ellie demande si elle pourrait jeter un œil au savon de marque contrefaite qui a causé les plaies. Hildegard le lui tend, et après avoir inspecté le savon, Ellie confirme qu'il s'agit bien d'un produit contrefait et elle soupçonne qu'il a été fabriqué à partir d'une partie volée de leur recette. Hildegard demande ce qu'elle entend par là, alors Ellie explique qu'elle garde sa recette dans le coffre-fort de sa société, mais que suivre cette seule recette produirait un produit toxique, il doit donc être neutralisé à l'aide de la formule de la seconde recette, qu'Ellie garde toujours sur elle. Elle soupçonne également que celui qui a fabriqué ce savon doit se faire passer pour un membre de la société commerciale afin d'utiliser leur marque pour attirer les clients, et après avoir entendu tout cela, Hildegard est convaincue qu'Ellie est innocente dans toute cette affaire et qu'elle est en fait victime d'un vol de marque. Elle décide alors de lancer une enquête pour retrouver le vendeur de ce savon, et il ne lui faut pas longtemps pour remonter la piste jusqu'à Gaz. Lorsqu'il voit le service juridique de la guilde débarquer, il réalise que c'est fini pour lui, mais même après avoir été amené pour interrogatoire et confronté à Ellie, qui exige une compensation pour les dommages que Gaz a causés à sa marque avec son savon contrefait, il reste suffisant et lui dit qu'il ne paiera pas un centime de compensation car les agents d'exécution de la guilde n'ont pas l'autorité de le forcer à payer une telle chose. Si elle veut vraiment réclamer une compensation, sa meilleure chance serait d'obtenir qu'un prêtre de l'église de Libru agisse comme juge, mais il n'y a aucune chance qu'elle puisse convaincre l'un d'eux de se déranger pour régler une affaire aussi insignifiante. Cependant, malheureusement pour Gaz, Ellie se trouve justement être une bonne amie de l'un de ses prêtres, et dès qu'il a appris ce qui s'était passé, il est immédiatement venu pour aider et statuer en faveur d'Ellie, exigeant que Gaz paie une compensation pour ses péchés. En conséquence, Gaz est contraint de céder les droits de gestion, l'équipement et les actifs de sa société, ce qui est, par coïncidence, exactement ce dont Ellie a besoin pour étendre ses propres opérations. Ellie dit à Gazu qu'en guise de paiement, elle prendra tous les droits commerciaux, les droits de gestion et les biens personnels de Gazu Commercial, ainsi que tous les outils, matériaux et ouvriers de l'entreprise. Gazu s'assoit, se sentant vaincu. Artie entre dans la pièce et dit à Ellie qu'elle est désolée pour tous les problèmes qu'ils ont causés, mais Ellie lui dit que ce n'était pas de sa faute, c'était plutôt la guilde des marchands qui était en faute, et elle n'a aucune raison d'avoir honte. Artie dit à Ellie qu'elle veut parler d'une autre chose, elle dit qu'il y a un homme qui a trompé Gazu pour qu'il vole la formule du savon, et son nom est Grance Carlton. Il était le comptable de Gazu Commercial, mais Artie n'avait pas assez de preuves pour le confronter à ce sujet. Ellie comprend et lui dit que maintenant que Traté a repris Gazu Commercial, Grance est désormais l'un de ses propres ouvriers. Ellie demande à Artie de la laisser gérer cette affaire elle-même. Ellie demande à Muriel s'il vient, et elle dit qu'elle l'a déjà fait appeler. Grance entre dans la pièce et dit qu'il est désolé, mais Ellie lui dit de passer les politesses puisqu'il sait déjà ce qu'elle va dire, et Grance est d'accord. Ellie tend un sac à Grance et lui dit qu'il a fait du bon travail, et que c'est sa récompense. Grance pense que ce qu'elle lui a donné est trop, mais Ellie lui dit qu'elle va aussi le mettre dans l'équipe de direction chez Traté, elle dira à la guilde que, puisqu'il est tellement désolé, elle laissera tomber l'affaire. Grance se sent reconnaissant et remercie Ellie d'avoir laissé tomber. Grance est l'une des personnes à qui elle avait dit à Muriel de faire appel, elle avait déjà appris de leur recherche que Gazu était mêlé à des affaires louches, et pour rendre ses crimes clairs aux yeux de tous, ils avaient besoin de quelqu'un pour le pousser à voler la formule du savon. Grance rappelle à Ellie l'accord qu'ils ont conclu avant tout cela. Ellie suit Grance chez lui, et Grance voit sa femme prier. Sa femme lui demande où il était et lui dit que leur fille souffre beaucoup. Ellie se présente à la femme de Grance et lui dit qu'elle a entendu ce qui est arrivé à sa fille, elle explique que Grance travaillait pour elle pour le bien de sa fille, et qu'elle devrait lui pardonner. Grance dit à Ellie que sa fille a été renversée par une calèche, ils ont réussi à réunir assez d'argent pour des potions de soins, mais on leur a dit qu'elle n'irait pas mieux. Ellie lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle peut guérir sa fille avec de la magie de guérison, mais Grance est confus et demande ce que c'est. Elle ment et lui dit que c'est un objet magique qui booste le pouvoir magique, elle a dû mentir car elle ne pouvait pas lui révéler l'existence de son artefact divin. Le pouvoir du grimoire de Bélial est d'enregistrer la magie, et il a enregistré une puissante magie de guérison de l'archevêque du royaume, donc avec lui, même elle peut utiliser de puissants sorts de guérison. Ellie lance le sort soin, et une lumière verte enveloppe la fille de Grance, qui commence à se réveiller. Grance et sa femme ressentent une profonde gratitude envers Ellie et ne savent pas comment la rembourser, mais Ellie lui dit qu'elle n'a fait que ce qu'elle avait promis dans leur accord, donc il ne devrait pas s'en faire, elle lui demande de garder ce qui s'est passé secret car elle ne peut utiliser cette magie qu'en de rares occasions. Voilà pour Gazu et les derniers détails à régler. Ils ont déjà établi une route de livraison avec une grande entreprise et gagné de nombreux clients fidèles. Lucas est étonné de voir comment Ellie a transformé 100 pièces d'or en autant d'argent, mais Ellie lui dit qu'elle avait déjà dit qu'elle lui rapporterait d'énormes profits. Lucas dit à Ellie qu'elle est libre de gérer son affaire n'importe où dans la capitale ou à travers l'Empire, il a entendu dire qu'elle est recherchée dans le royaume, mais il n'a aucune raison de penser que le royaume l'a envoyée dans le cadre d'un plan, et Ellie est reconnaissante de sa compréhension. Ellie dit à Muriel que Lucas leur a accordé des droits de voyage gratuits, donc il devrait en faire bon usage.
Elle donne à Muriel les cadeaux pour le temple et lui dit que cela aidera d'avoir l'église de Libra de leur côté, et qu'ils continueront à les protéger tant qu'elle restera innocente. Lunoa demande la permission et entre dans le bureau d'Ellie pour lui dire qu'elle a apporté les papiers de la capitale. Ellie la remercie et lui dit qu'elle a vraiment grandi pendant son entraînement, mais Lunoa dit qu'elle n'est pas encore assez bonne, cependant, parce qu'Ellie lui a sauvé la vie, elle travaillera aussi dur qu'elle le pourra. Ellie lui dit que c'est une bonne attitude à avoir, et Lunoa quitte la pièce. Lunoa s'est améliorée depuis qu'elle a été renversée par une calèche, et il s'avère qu'elle a une compétence magique spéciale appelée analyse d'objets, qui est très utile pour des marchands comme eux. Ellie a décidé de garder Lunoa comme étudiante et de lui enseigner la magie. Maintenant qu'ils entrent sur le marché de la capitale, ils auront aussi besoin de leurs anciens membres. Ellie utilise son artefact divin appelé le grimoire de Belgar, l'un des 7 grimoires, qui enregistre les accords, en concluant un pacte et en payant un prix à des êtres d'autres royaumes, tels que les fées et les enfers, elle peut emprunter leur pouvoir. Ellie prononce un sort et offre une pièce d'argent, et des oiseaux blancs apparaissent, Ellie leur dit qu'elle compte sur eux. Ellie dit à Muriel qu'ils sont compétents dans leur travail, et elle est sûre qu'ils se rassembleront rapidement. Une fois prêt, le groupe se dirigera vers la capitale. Au cours des 6 mois suivants, Traité Commercial a racheté de nombreuses entreprises et a beaucoup grandi. Ellie décide de s'étendre dans la capitale, et elle laisse Grance responsable en tant que directeur adjoint pendant son absence, elle est sûre qu'il est plus que capable d'assumer son rôle, et elle compte sur lui. Elle dit aussi à Stu d'aider Grance en tant qu'assistant, et Stu accepte. La saison sociale des nobles approche, et Lunoa ne peut pas encore participer aux événements, mais la capitale est le cœur de la nation, donc Ellie dit à Lunoa d'étudier dur. Lunoa remarque que la route est devenue chaoteuse, et Ellie dit à Muriel de faire attention. Lunoa demande à Ellie pourquoi elle devrait faire attention, puis une flèche est tirée vers Lunoa, Ellie l'écarte du chemin. Ellie explique que les tronçons de route comme celui-ci ne sont pas souvent patrouillés par l'armée locale, donc on y rencontre souvent des bandits. Ellie dit à Muriel de s'occuper de Lunoa, et elle s'avance pour faire face aux bandits. Un bandit est choqué et demande si elle a vraiment l'intention de les affronter tous seuls, et Ellie dit oui. Ellie utilise la magie de glace pour frapper le premier homme, et les bandits sont choqués qu'elle ait lancé un sort sans prononcer un mot, et ils pensent qu'elle doit être une puissante mage. Ils se disent de l'encercler et de l'empêcher d'utiliser la magie, et elle leur dit qu'elle n'a même pas besoin d'utiliser la magie. Le bandit est stupéfait alors qu'elle abat 3 de ses amis d'un seul coup, et il implore grâce, il lui dit qu'il n'était qu'un fermier qui ne pouvait pas gagner sa vie après avoir payé ses impôts, alors il est devenu bandit. Ellie lui dit que ses raisons ne l'intéressent pas et le abat, car quelle que soit sa raison, il reste un bandit, et en tant que marchande, elle ne montre aucune pitié envers les bandits. Lunoa demande à Ellie si elle l'a tué, et Ellie lui dit que les bandits ne sont pas différents des gobelins ou des orques, ils prennent de force l'argent que les marchands ont gagné durement, et parfois ils leur prennent même la vie, si tu fais preuve de pitié, ils attaqueront quelqu'un d'autre à la place, c'est pourquoi la règle est de tuer les bandits sur le champ, et elle devrait s'en souvenir. Muriel dit à Ellie qu'il y a quelqu'un qui demande un trajet plus loin et demande ce qu'elle doit faire, Ellie lui dit de s'arrêter, car elle ne pense pas pouvoir laisser une femme d'église derrière. Tida dit à Ellie qu'elle l'a sauvée d'une longue marche, la perspective de marcher jusqu'à la capitale l'avait découragée. Ellie lui dit qu'elle a de la chance puisqu'elle se dirige aussi vers la capitale, et Tida la remercie. Tida lui dit que le Seigneur a dû les réunir, et elle se présente comme une non-itinérante, ce sont des femmes d'église qui voyagent à travers le pays dans le cadre de leur formation, visitant les petits villages pour offrir des soins gratuits. Les nonnes itinérantes sont très respectées, surtout dans les villages reculés qui n'ont ni médecin ni guérisseur. Lunoa demande si elle soigne vraiment les gens gratuitement, et elle trouve cela admirable. Ellie dit à Tida qu'elle fait un travail important, et Tida dit que ce n'est qu'une partie de sa formation. Ellie présente tout le monde à Tida, et Tida espère qu'ils apprécieront tous le voyage vers la capitale ensemble. Lunoa demande à Ellie comment elle savait que les bandits allaient apparaître, et Ellie explique que c'était parce que la route était devenue si chaoteuse, entretenir les routes est une partie importante d'une bonne gouvernance. Lucas est un bon seigneur, et il fait beaucoup d'efforts pour maintenir les routes en bon état, tandis que le seigneur de cette région est probablement un imbécile. Si tu entretiens les routes, le flux de marchandises s'améliore, ce qui aide l'économie à croître, les marchands et les aventuriers se rassemblent dans les zones qui prospèrent, ce qui te permet de collecter plus d'impôts, donc la terre s'enrichit, c'est pourquoi les seigneurs font tant d'efforts pour entretenir et garder les routes. Ellie demande à Lunoa ce qui se passerait si les routes tombaient en ruine, et Lunoa répond que le flux de marchandises ralentirait jusqu'à s'arrêter, et que les fermes dans les zones reculées ne recevraient pas les fournitures nécessaires. Ellie demande ce qui se passerait d'autre, et Tida se réveille et lui dit de voir les choses de l'autre côté, si les routes sont en mauvais état, la nourriture et les médicaments produits dans les endroits reculés coûtent beaucoup plus cher à acheminer vers la ville, les gens de la ville devraient dépenser plus prudemment pour se les offrir, ce qui ralentit toute l'économie. Ellie dit qu'elle est surprise que le clergé en sache autant sur l'économie, mais Tida lui dit qu'elle en sait bien moins que les marchands. Ellie explique que les villages et les zones reculées ne sont pas les seuls endroits où les prix augmenteraient, car en conséquence,
les agriculteurs perdent leur chemin et se transforment en bandits, et il en coûte plus cher pour transporter les marchandises car il faut des gardes, ce qui entraîne des prix plus élevés. Lunoa demande à Ellie pourquoi les seigneurs ne réparent pas les routes, et Ellie lui dit que c'est parce qu'ils sont stupides, ils se soucient trop de l'argent à court terme pour s'inquiéter des réparations routières, et ce sont les gens ordinaires qui souffrent quand leurs dirigeants sont des imbéciles. Muriel dit à Ellie que d'autres bandits bloquent leur chemin, et Ellie dit à Muriel de surveiller Lunoa et Tida, mais Tida veut aussi se battre et dit à Ellie de ne pas s'inquiéter pour elle. Ellie pense qu'elle devrait probablement éviter de tuer quelqu'un devant une femme sainte, alors elle se précipite vers l'un des bandits et le frappe violemment au ventre, le mettant KO, elle se retourne et voit Tida fracasser la tête d'un bandit sans pitié. Tida dit à Ellie qu'elle a fini et demande pourquoi elle n'a pas encore tué le sien, elle dit à Ellie qu'elle doit être assez gentille, et Ellie n'est pas d'accord. Tida demande si elle s'est retenue parce que Tida regardait et dit qu'elle est désolée pour cela, mais dit à Ellie que les bandits laissés en vie ne sont que des ennuis, donc elle s'occupera aussi de la part d'Ellie. Au moment où Tida s'apprête à écraser la tête du bandit, il se réveille et implore grâce, mais Tida lui dit que le Seigneur est miséricordieux et que les gens sont pécheurs, s'il se repent, le Seigneur lui fera miséricorde, mais les bandits ne sont pas comptés comme des gens pour elle, donc ils ne méritent pas la miséricorde du Seigneur, et elle le tue. Ellie se demande si elle devrait reconsidérer sa vision du clergé. Tida montre à Ellie qu'elle a trouvé une dent en or et qu'ils peuvent la vendre pour un bon prix, Ellie dit à Tida de laver d'abord le sang, car si Lunoa la voit couverte de sang, elle sera terrifiée. Au manoir, le majordome de Fred lui dit de réfléchir à nouveau à son projet de distribuer des repas dans les bidonvilles et lui demande pourquoi il veut apporter de l'aide à des gens qui peuvent à peine survivre au jour le jour, quel mal y aurait-il à gagner leur gratitude? Le majordome lui demande s'il a lu les rapports budgétaires, et Fred dit oui. Le majordome explique que distribuer des repas de manière aussi imprudente videra les caisses du royaume. Fred lui dit de ne pas être idiot, car Elisabeth avait l'habitude de nourrir les pauvres chaque semaine, mais le majordome lui dit qu'elle payait de sa poche, et que Elisabeth n'a jamais utilisé le trésor national pour autre chose que des plans soumis au trône. De plus, Elisabeth trouvait du travail pour les pauvres, les aidant à construire une vie stable. Aider les pauvres ne signifie pas seulement distribuer de la nourriture. Fred s'énerve et lui dit d'annuler, puis quitte la pièce. Le majordome pense que rien de tout cela ne serait arrivé si Elisabeth était encore là. Tida est ivre et demande au serveur d'apporter plus. Ellie demande si elle devrait vraiment boire autant puisqu'elle est nonne, et Tida lui dit que l'alcool est l'eau de la vie donnée par Dieu. D'ailleurs, ces bandits lui ont rapporté beaucoup d'argent, et elle pense que le vrai péché serait de ne pas boire en un moment pareil. Ellie demande si elle l'a déjà échangé, et Tida lui dit qu'elle l'a échangé dès leur arrivée en ville et propose de partager l'argent avec Ellie, mais Ellie lui dit de le garder. Tida demande si elle est sûre, et Ellie lui dit de considérer cela comme un cadeau. Tida va pour serrer Ellie dans ses bras, mais Ellie lui dit de la lâcher car son nez coule. Lunoa dit à Muriel qu'Ellie a l'air de s'amuser. Muriel dit qu'Ellie avait toujours l'air tendue, sans personne à qui s'ouvrir, mais ces jours-ci elle la voit sourire joyeusement, et elle en est contente. Fred dit à Sylvia que s'occuper de ces imbéciles obstinés l'épuise, mais qu'en la regardant, son esprit fatigué se calme, et elle lui en est reconnaissante. Mais quelqu'un caché derrière un pilier dit que se faire voler la vedette par cet idiot doit être misérable.